Tu n'as rien à faire ici, ma petite, a dit mon frère lors de la réunion. De vrais chirurgiens seulement, pas des petites filles qui jouent au docteur. Le silence s'est fait dans la pièce. Puis le chef est entré, l'a ignoré, et a prononcé son nom, docteur Rousseau, la parole est à vous. Allez lui sauver la vie. De vrais chirurgiens seulement, a dit mon frère, assez fort pour que tout le pont d'observation du bloc opératoire l'entende. Pas des petites filles qui jouent au docteur. La pièce n'a pas éclaté de rire comme on le voit dans les films. C'était pire que ça. Le silence s'est fait. Ce silence particulier où 30 personnes regardent leurs chaussures, reconnaissantes de ne pas être à ma place. Mon père, chef de chirurgie à l'hôpital Saint-Augustin, se tenait au bout de la table de conférence, les bras croisés, et ne disait absolument rien. Son silence était un langage à part entière, et je le parlais couramment depuis toujours. J'avais 29 ans. J'étais sorti major de ma promotion de la faculté de médecine de Paris-Cité. J'avais terminé mon internat de neurochirurgie en 6 ans au lieu de 7. Et j'étais là, dans l'hôpital que mon grand-père avait fondé et le service que mon père dirigeait. Mon frère aîné, un homme qui avait échoué à son examen de certification professionnelle à 2 reprises, me disait que je n'avais pas ma place ici. J'ai ramassé mon dossier. J'ai redressé ma blouse blanche et je suis parti. Je n'ai pleuré qu'une fois arrivé au parking souterrain. Et même là, je ne me suis accordé que 90 secondes. J'avais appris il y a longtemps que le chagrin, comme tout le reste dans le monde de mon père, devait être programmé et contenu. Mon nom est docteur Clémentine Rousseau et voici comment j'ai disparu et ce qui s'est passé le jour où ils ont réalisé mon absence. Mon père a construit Saint-Augustin à partir d'un seul bloc opératoire en 1987. À ma naissance, c'était un centre de traumatologie régionale. Quand j'ai terminé mes études de médecine, c'était l'un des 10 meilleurs services de neurochirurgie du pays. Mon père ne laissait pas un jour passer sans rappeler ce fait à quiconque se trouvait à portée de voix. Ce n'était pas un homme cruel à la manière des méchants. Il était cruel comme un glacier laid. Lent, froid, et absolument certain d'être la chose la plus importante de la pièce. Mon frère s'appelle Grégoire. Grégoire a 4 ans de plus que moi. Large d'épaules, charmant à la manière qui fonctionne sur les gens qui ne prêtent pas attention. Il a été admis en neurochirurgie à sa 2e tentative. Mon père n'a jamais mentionné la première tentative à personne. Quand j'ai été admise à ma première tentative, mon père a dit « Bien. Maintenant, le vrai travail commence. » Il l'a dit de la même manière qu'il l'aurait dit à un interne qu'il n'aurait jamais rencontré. J'ai passé 3 ans en tant que praticien hospitalier à Saint-Augustin. 3 ans à arriver avant tout le monde et à partir après tout le monde. 3 ans à prendre les cas complexes, ceux devant lesquels les autres praticiens hésitaient. Ceux qui arrivaient à 2 heures du matin un mardi. 3 ans à regarder mon père présenter Grégoire lors des conférences de service comme l'avenir de ce département alors que je me tenais à 60 cm de là. Ce que mon père ignorait, ce que presque personne à Saint-Augustin ne savait, c'est que j'avais fait autre chose pendant ces 3 ans. Quelque chose de discret, quelque chose qui n'avait pas sa place sur mon badge d'hôpital ou dans mon dossier officiel. J'avais travaillé avec le docteur Armand Duval. Le docteur Duval avait 71 ans, était à moitié à la retraite, et était largement considéré comme le neurochirurgien vivant le plus important. Il n'avait pas de présence sur les réseaux sociaux. Il n'assistait pas aux conférences pour être photographié. Il avait passé les 8 dernières années à travailler sur un protocole de cartographie chirurgicale pour les tumeurs inopérables du tronc cérébral, le genre de cas que les autres chirurgiens renvoyaient chez eux avec des brochures sur les soins palliatifs. Je lui avais envoyé un email 3 ans plus tôt, un email à froid à 23h30, en joignant un article que j'avais écrit sur mon temps libre concernant des techniques de décompression microvasculaire que je pensais pouvoir adapter à ses travaux. Je n'attendais pas de réponse. Il a répondu en 4 heures. Il avait dit, « Vous avez raison à propos de la rotation vasculaire. Quand pouvez-vous venir à Lyon ?» Je me rendais à Lyon pendant mes jours de congé. Je logeais dans un hôtel bon marché près de l'université et travaillais avec le docteur Duval dans un laboratoire de recherche qui sentait le vieux café et les marqueurs effaçables à sec. Nous n'en avons parlé à personne. Le docteur Duval était discret par nature et avait déjà été échaudé par des institutions tentant de s'approprier le mérite de ses travaux. J'étais discrète parce que j'avais grandi dans une maison où tout ce à quoi vous teniez devenait une cible. Nous avons nommé notre protocole méthode du méridien, non pas en référence à l'hôpital de mon père,
mais au concept d'une ligne centrale, un point d'équilibre. C'était ma suggestion. Le docteur Duval avait ri et dit, « Vous êtes sentimental pour une ingénieure. » Cela me convenait parfaitement. De retour à l'hôpital, les choses empiraient. Grégoire avait poussé mon père à lui confier la nouvelle suite de chirurgie robotique du service, un système de 12 millions d'euros que l'hôpital venait d'acquérir. La suite était conçue précisément pour le genre de travail délicat et de haute précision que notre méthode du méridien était destinée à soutenir. Grégoire voulait en être le visage. Mon père était enclin à être d'accord. Le matin de l'incident, celui sur le pont d'observation, j'avais été programmé pour présenter mon dossier afin de diriger la première procédure complexe de la suite robotique. Une jeune fille de 17 ans nommée Léa avait une tumeur du tronc cérébral qui avait été jugée inopérable par 4 autres hôpitaux. Sa mère avait conduit depuis la région de l'Auvergne pour nous l'amener. J'avais examiné chaque scanner. J'avais parlé au docteur Duval 2 fois cette semaine-là. Je croyais que nous pouvions l'aider. Grégoire est entré dans la salle de conférence avec 11 minutes de retard, s'est versé un café, et avant que je puisse ouvrir mon dossier, a dit à l'assistance, de vrais chirurgiens seulement, pas des petites filles qui jouent au docteur. Mon père n'a rien dit. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'à chez moi, me suis assise à ma table de cuisine et j'ai réfléchi longtemps. Non pas à mon frère, ni même à Léa, bien qu'elle ne soit jamais loin de mes pensées. J'ai pensé au choix qui se présentait à moi comme une porte verrouillée et si j'étais enfin prête à utiliser la clé que je portais depuis 3 ans. J'ai appelé le docteur Duval. Je crois que c'est le moment, ai-je dit. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, je vais passer quelques appels. J'ai soumis ma démission de l'hôpital Saint-Augustin le lendemain matin. J'ai donné un préavis de 30 jours. Je n'ai pas expliqué mes raisons. Mon père m'a appelé une fois. Il a dit, c'est une réaction excessive. J'ai dit, passez une bonne journée. Et j'ai raccroché. Pendant ces 30 jours, je me suis toujours présenté. J'ai toujours répondu aux appels à 2 heures du matin. J'ai toujours fait le tour de chaque patient dont le dossier portait mon nom. Ce que je n'ai pas fait, c'est assister aux réunions où Grégoire présentait ou au dîner où mon père tenait la cour. J'ai fait mon travail. J'ai dit au revoir aux personnes qui le méritaient, et j'ai attendu. Le dernier jour, la mère de Léa m'a arrêté dans le couloir devant le service de neuropédiatrie. Léa avait été affectée au service de Grégoire. Sa chirurgie avait été programmée puis reportée 2 fois. Sa mère regardait une femme qui avait été polie si longtemps que son visage avait oublié comment s'arrêter. « Docteur Rousseau, a-t-elle dit, y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ?» Je l'ai regardé un long moment. J'ai dit, je vais vous donner un nom et un numéro. Si vous voulez un deuxième avis, appelez-le aujourd'hui. Je lui ai donné la ligne directe du docteur Duval. J'ai quitté l'hôpital Saint-Augustin ce soir-là sans me retourner. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais l'épuisement particulier de quelqu'un qui a porté quelque chose de lourd pendant des années et l'a finalement posé. Non pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il a trouvé un meilleur endroit pour le porter. 6 semaines plus tard, j'étais à Lyon. Le docteur Duval avait fait plus que de passer des appels. Il avait été en contact avec la direction de l'Institut Bélanger pour la neurologie, l'un des hôpitaux de recherche neurologique les plus respectés du pays, rattaché à une université que la plupart des gens reconnaîtraient immédiatement. Il cherchait quelqu'un pour diriger la mise en œuvre clinique de notre protocole. Non pas pour assister, ni pour soutenir, mais pour diriger. J'ai emménagé dans un appartement sous-loué près de l'université. J'avais une valise, une boîte de manuels et une idée très claire de ce que je faisais et pourquoi. Le travail à l'Institut Bélanger était différent de tout ce que j'avais connu à Saint-Augustin. Les gens me demandaient mon avis parce qu'ils le voulaient, pas parce que la procédure l'exigeait. Les internes venaient me poser des questions et restaient pour la conversation. J'opérais 3 jours par semaine et passais les 2 autres à la recherche et à la formation. Léa avait appelé le numéro du docteur Duval le même après-midi où je l'avais donné à sa mère. Il m'avait référé son cas directement. J'avais examiné ces images sur mon ordinateur portable dans l'appartement sous-loué, les recoupant avec les données de notre protocole, et j'avais rappelé sa mère dans les 2 heures. Je lui ai dit ce que je pensais être possible. Je lui ai dit quels étaient les risques. Je n'ai pas fait de promesses parce que les vrais chirurgiens ne font pas de promesses, ils élaborent des plans. Léa est venue à l'Institut Bélanger 6 semaines après mon arrivée.
Elle avait 17 ans et était amusante à la manière des enfants qui ont été malades longtemps. Un peu sombre, un peu fatiguée d'être traitée avec précaution. Elle m'a dit lors de notre consultation préopératoire que 4 chirurgiens différents lui avaient tapoté la main et lui avaient dit de rester positive. Elle a dit cela comme si les mots avaient un goût amer. Je ne vais pas vous dire de rester positive, ai-je dit. Je vais vous dire ce que nous allons faire et pourquoi je pense que cela fonctionnera. Elle m'a regardé une seconde, puis a dit, d'accord, oui, c'est mieux. Son opération a duré 11h40. Je ne vais pas prétendre que ce fut propre ou facile, ou qu'il n'y a pas eu de moment où j'ai dû faire une pause, recalibrer et faire confiance au protocole plutôt qu'à mes propres instincts. Il y a eu un moment, environ 7 heures après le début, où j'étais certaine d'avoir mal calculé la rotation vasculaire et je suis resté très immobile pendant environ 4 secondes, repassant les étapes dans mon esprit. Je ne m'étais pas trompé. Nous avons continué. Léa s'est réveillée en salle de réveil. Elle a reconnu la voix de sa mère. 3 semaines plus tard, elle marchait dans les couloirs avec des écouteurs, agacée par la nourriture de l'hôpital, prévoyant de retourner à l'école en janvier. Sa mère m'a appelé la nuit où Léa est sortie de l'hôpital. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a dit, je ne sais pas comment vous remercier. J'ai dit, c'est elle qui a fait le plus dur, ce qui était vrai. Je n'ai parlé de Léa à personne à Saint-Augustin. Je n'ai rien posté. Je suis retourné au travail. 3 mois se sont écoulés. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Le premier est venu d'une journaliste d'une publication professionnelle médicale. Elle avait entendu parler d'un protocole pour le tronc cérébral utilisé à l'Institut Bélanger et voulait en savoir plus. Je l'ai renvoyé au docteur Duval et au service de communication de l'Institut Bélanger. 2 semaines plus tard, un portrait est paru dans la publication. Il portait sur le protocole. Mon nom est apparu au 3e paragraphe. Le nom du docteur Duval est apparu au 1er. C'était exactement comme il fallait. Le 2e appel est venu de l'Association française de neurochirurgie, AFNC. Ils voulaient savoir si je présenterais la méthode du méridien lors de leur conférence annuelle à Paris, une présentation phare, 35 minutes plus questions-réponses devant environ 2000 chirurgiens. J'ai dit oui. Le 3e appel est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas, avec un indicatif de la région parisienne. La voix à l'autre bout a dit qu'il s'appelait Dr. Laurent Delacroix et qu'il était le président élu de la FNC. Il a dit que le comité de la conférence avait déjà confirmé ma place, mais qu'il voulait appeler personnellement parce qu'il suivait les premiers résultats de nos protocoles et voulait que je sache que ce que je faisais était... Il a marqué une pause. Et je pouvais dire qu'il choisissait ses mots avec soin important. Je l'ai remercié. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau un moment et j'ai regardé par la fenêtre la cour de l'université où les étudiants traversaient d'un bout à l'autre avec leur sac à dos et leur tasse de café. Et j'ai pensé à la salle de conférence de mon père et au silence qu'il avait empli quand mon frère avait parlé et comment une salle remplie de médecins qualifiés avait trouvé leur bout de chaussure très intéressant à ce moment-là. Je ne ressentais pas de colère. Je me sentais étrangement comme quelqu'un à qui on aurait donné la réponse à une question qu'il avait depuis longtemps cessé de poser. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas appelé Grégoire. Ma mère m'a appelé, cependant. Elle a appelé un mardi soir, ce qui était inhabituel. Elle appelait généralement le dimanche, des appels brefs, des conversations qui restaient soigneusement en surface. Mais elle a appelé un mardi et elle semblait différente. Un peu déséquilibrée. Ton père a vu quelque chose, a-t-elle dit. Dans une revue, ton nom. D'accord, ai-je dit. Il n'a rien dit au dîner, mais il l'a vu. J'ai attendu. Grégoire est candidat au poste de chef de service adjoint, a-t-elle dit, l'examen est le mois prochain. J'ai dit que je savais. En fait, non, mais je soupçonnais que c'était en préparation depuis longtemps. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec moi. Il y a eu une pause. Puis ma mère a dit très doucement, ça pourrait. Le docteur Delacroix est au comité de sélection, le docteur Laurent Delacroix, le président élu de la FNC qui m'avait appelé personnellement 3 semaines plus tôt pour me dire que mon travail était important. Je veux être prudente ici car je n'avais pas planifié cela. Je veux être précise à ce sujet. Je n'avais pas orchestré une situation où les ambitions de mon frère entreraient en collision avec ma propre visibilité. J'avais simplement fait mon travail et le monde, à son propre rythme et pour ses propres raisons, avait commencé à prendre note.
Mais je ne ferai pas semblant de n'avoir rien ressenti quand ma mère m'a dit cela. J'ai ressenti quelque chose. Quelque chose qui n'était pas exactement de la vengeance, mais qui n'en était pas non plus entièrement séparé. Quelque chose de silencieux et de solide comme une fondation en train d'être coulée. La conférence de la FNC était un jeudi de novembre. Paris en novembre est froide et grise et le vent de la Seine vous transperce. J'ai porté mon manteau bleu marine et mes bonnes chaussures et j'ai bu du mauvais café de conférence et j'ai serré beaucoup de mains et répondu à beaucoup de questions et je n'étais pas nerveuse, pas vraiment. Parce que j'avais fait le travail et le travail était réel et c'était la seule chose qui m'avait toujours donné de la stabilité. Le docteur Delacroix m'a présenté. C'était un homme grand aux tempes grisonnantes et à cette économie de mouvement particulière qui appartient aux gens qui ont été importants pendant longtemps. Il s'est tenu au pupitre et a dit que le travail que j'allais présenter représentait un changement fondamental dans la façon dont le domaine abordait une catégorie de tumeurs qui, pendant des décennies, avait été considérée comme un plafond. Il a dit que le plafond n'existait plus. Je me suis dirigé vers le pupitre, 2000 personnes dans une salle de bal et ce genre de silence qui est entièrement différent du silence de la salle de conférence de mon père. Celui-ci contenait de l'attention. De l'attente. J'ai posé mes notes, même si je n'en avais pas besoin. Je veux commencer, ai-je dit, avec la patiente que j'appellerai Léa. J'ai présenté pendant 34 minutes. J'ai montré les images. J'ai détaillé le protocole. J'ai parlé de la technique de rotation vasculaire dont j'avais parlé pour la première fois dans un email à froid à 23h30, 3 ans avant que quiconque, sauf le docteur Duval, ne connaisse mon nom. J'ai parlé de ce que nous avions réussi et de ce que nous avions dû réviser, et de ce que nous ne savions toujours pas. Je n'ai pas simplifié et je n'ai pas fait de spectacle. J'ai juste dit la vérité sur le travail. Quand j'ai eu fini, la pièce est restée silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis elle ne l'est plus restée. Je ne vais pas décrire les applaudissements d'une manière qui les ferait ressembler à un film parce que ce n'en était pas un. C'était une salle de conférence remplie de médecins et les médecins ne sont pas des gens démonstratifs, en règle générale. Mais ils ont duré d'une manière que j'ai ressentie dans ma poitrine. Et quand j'ai levé les yeux en ramassant mes notes, le docteur Delacroix se tenait sur le côté de la scène et il m'a fait un signe de tête à la manière des gens sérieux qui veulent dire quelque chose qui n'a pas de mots. Après la session, il y a eu d'autres poignées de main, d'autres questions, une file d'internes qui voulaient parler des opportunités de post-internat à l'Institut Bélanger. J'ai répondu à chaque question. J'ai pris chaque carte. C'était environ 40 minutes après la fin de la session quand je me suis retourné et me suis retrouvé à 1 mètre de mon père. Je ne savais pas qu'il serait là. J'ai appris plus tard qu'il s'était inscrit à la conférence 6 semaines avant que mon nom ne figure au programme, pour un panel sur les systèmes de chirurgie robotique, le genre de choses à laquelle il assistait chaque année. Il semblait plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu, le matin où j'étais parti de sa salle de conférence. Il portait le même costume bleu marine qu'il mettait à chaque conférence. Il tenait un programme. Nous nous sommes regardés. Il a dit, mon nom, pas docteur Rousseau. Mon nom, Clémentine. J'ai dit, bonjour. Il ressemblait à un homme qui avait préparé plusieurs choses à dire et avait décidé de ne rien dire. Finalement, il a dit, votre présentation était. Il s'est arrêté, a recommencé. L'approche de la rotation vasculaire. Je ne l'ai pas comprise quand j'ai lu l'abstract pour la première fois. Je la comprends maintenant. J'ai attendu. Vous auriez dû pouvoir faire ce travail à Saint-Augustin. Ce n'était pas une excuse. Mon père n'est pas un homme qui s'excuse et je le savais et j'avais fait la paix avec cela il y a longtemps. Mais c'était la chose la plus proche que j'ai jamais entendue de lui d'une reconnaissance que quelque chose avait mal tourné, que le silence dans cette salle de conférence avait été un échec et que c'était le sien. J'ai dit, je sais. Il a hoché la tête. Il a regardé le programme dans sa main un instant. Puis il a dit, le docteur Delacroix a parlé très favorablement de vous avant la session. C'est un bon médecin, ai-je dit. Un autre silence. Le genre qui me remplissait autrefois de l'envie de le réparer, de le remplir de quelque chose, de regagner ses bonnes grâces. Je ne ressentais plus cette envie maintenant. Je suis juste resté là, même dans le silence, et j'ai laissé le silence être ce qu'il était. J'ai entendu parler de Léa, a-t-il dit finalement. Sa mère a envoyé une lettre au service. Elle voulait que nous sachions. Je ne le savais pas. Quelque chose a traversé mon être qui n'était pas tout à fait une émotion et pas tout à fait rien.
J'ai pensé à ce voyage en voiture depuis l'Auvergne. J'ai pensé à une femme qui avait été polie si longtemps. J'ai pensé à une jeune fille de 17 ans avec des écouteurs, agacée par la nourriture, retournant à l'école en janvier. C'est une bonne gamine, ai-je dit. Mon père m'a regardé un long moment, pas comme il m'avait regardé toute ma vie, avec cette distance évaluative particulière, mesurant et trouvant des manques. Il m'a regardé comme les gens regardent quand ils voient quelque chose qu'ils auraient dû voir il y a longtemps. Il a dit, oui, j'imagine que oui. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous n'avons pas fait de promesses concernant les vacances ou les appels téléphoniques. Je n'ai pas feint le pardon pour son confort, et il ne me l'a pas demandé. Nous sommes restés dans ce couloir de conférence à Paris en novembre et nous avons été honnêtes l'un envers l'autre peut-être pour la première fois, puis nous sommes allés chacun de notre côté. J'ai trouvé le docteur Armand Duval près de la station de café. Il mangeait un biscuit et lisait le badge d'identification de quelqu'un qu'il venait de rencontrer, faisant ce qu'il faisait toujours où il essayait de se souvenir du nom avant de lever les yeux. Je me suis tenu à côté de lui et j'ai volé un biscuit de la même assiette. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « Bien, ai-je dit. » Et je le pensais, pas d'une manière jouée, pas comme on le dit quand quelqu'un demande avant qu'on ait eu le temps de vérifier. Je le pensais de la manière dont on pense quelque chose quand on a gagné le droit de le penser. Il a hoché la tête. Il a dit, vous savez ce qui vient après ? Oui. Plus de cas, plus de révisions, des candidatures d'internes commençant à arriver de personnes qui voulaient se former selon le protocole. Un article dans la revue de neurochirurgie qui paraîtrait au printemps, un plafond qui n'existait plus. Léa m'a envoyé un SMS 3 jours après la conférence. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. Il disait, mon IRM est revenu propre. Je postule à l'université. Je pense à la médecine. C'est bizarre ? J'ai répondu, pas le moins du monde. Mon frère n'a pas obtenu le poste de chef de service adjoint. Je n'ai pas appris les détails et je n'ai pas demandé. Je l'ai appris de ma mère lors d'un appel dominical, délivré de la manière prudente dont elle annonçait les choses dont elle n'était pas sûre de ma réaction. Je l'ai reçu en silence. La manière dont on reçoit les choses quand on n'a plus besoin qu'elles signifient quelque chose. Il suffisait d'avoir fait le travail. Il suffisait que Léa aille à l'université. Il suffisait que quelque part dans un couloir de conférence à Paris, mon père ait prononcé mon nom et l'ait pensé comme le nom de quelqu'un de réel. Je suis retourné à l'Institut Bélanger un lundi. L'interne de garde m'avait laissé une note concernant un nouveau cas. Un homme de 44 ans transféré d'un hôpital en Bretagne. Implication du tronc cérébral. 4 consultations précédentes, toutes concluant la même chose. La note disait qu'on lui avait dit qu'il n'y avait rien à faire. J'ai pris le dossier. Je l'ai lu comme je les lis tous maintenant. Non pas pour chercher des raisons de dire non, mais pour trouver la forme exacte du problème. La façon dont on regarde une porte verrouillée, non pas pour confirmer qu'elle est verrouillée, mais pour découvrir le genre de clé dont elle a besoin. J'ai trouvé mon stylo. J'ai commencé à travailler. Compared to like taking one of those things and having to like shove it all over your head and then pull it down and everything, it's a mess, right? But pullover hoodies are nice, and you don't really have to deal with, you know, the metallic zipper and all the other stuff that comes with a regular zip-up hoodie, right? So that's the Van Gang, you know, pull-up hoodie or pullover hoodie that I got. Next we have a simple t-shirt here that I got, and this t-shirt, basically I can pull it out of the wrapping here. It has basically the old logo of Pete's, you know, Twitch channel, right? So in the past, like Pete's original Twitch channel, it was called Premiere 2. And for anyone out there who is not familiar with Pete, who doesn't know the context, basically, you know, Pete lives in Japan, right? He moved to Japan, I think like maybe 15 years ago or something like that, and he's been living in Japan ever since. And you know, one of the things that he basically discovered when he was living in Japan, he found a bar that he went to, and I guess that like he probably went to this bar a lot whenever he was working as like a teacher, an English teacher in Japan, right?
So he would probably go to this bar quite a bit, and it kind of became one of his favorite spots to go to. And the name of the bar, you can probably Google it and find it on Google Maps. The name of the bar is called Premier One. That's the name of the bar in Japan. So he kind of, you know, Pete took inspiration from that bar, and he was like, oh, this bar is one of my favorites. It's called Premier One. I think I should, you know, call my Twitch channel Premier Two, right? Because he you know, there was a couple of reasons. Number one is to like pay respects to that bar, as one of his favorites. And then one of the other reasons I think that he mentioned about you know, that particular name that he chose is that originally he was thinking that he would do the Twitch stream and he would stream with his friend. His friend's name is Ian, right? And so Ian is someone that he's been friends with for many years, and that, you know, they actually do a podcast together where they talk about basketball, they talk about sports, but, you know, basically he had this idea where he was like, I was thinking maybe I would Twitch stream with Ian, and then it would be like Premier 2. You have the two individuals, the two hosts of the Twitch channel, and they would kind of like do shenanigans together. But Ian was not a really big fan of being a Twitch streamer, and he, you know, had his like other like full-time job stuff that he wanted to kind of like focus on and you know, kind of make that his career, his job. So you know, Ian kind of decided to just let Pete do the Twitch streaming stuff on his own, right? But yeah, so Premier 2 was the original name of Pete's Twitch channel, and quite honestly, I feel like a lot of the members of like Pete's community who have been watching him a very long time, I feel like a lot of them probably, you know, they refer to Pete as Premier 2. They don't really, you know, look at Pete and be like, ah, yes, Peter, right? It kind of feels like a little bit of a yeah, it feels like a little bit of a, I don't know, just a different vibe, where you get to know someone and you call them by their Twitch username for a long time, and then all of a sudden they change to something different, and it just doesn't feel like it fits, I suppose, right? So a lot of people, they still consider Pete to be Premier 2, even though he has changed his Twitch username. But yeah, this shirt here, I can kind of unfold it for you guys here. This is yeah, so this is basically his original Twitch username, his original kind of logo of sorts, and then there's a little bit of Japanese that is kind of below the logo. And for anyone out there who does not, you know, kind of read Japanese, does not know how to translate it, the writing underneath, it says kawaii desu ne, right? Which means it's very cute, isn't it? Right? So the reason why, you know, the kind of lore behind this phrase and everything like that. So, you know, Premier 2, that's the name of Pete's channel, or it was the name of his channel. And basically Pete, he kind of commissioned one of his friends, one of the people that he has known for a very long time and is well acquainted with. There's a guy out there, and I think his Twitch username is like Notorious Monster is what he goes by on Twitch. But this guy, he you know, creates well, I don't think that he normally creates it for like, you know, for many people or for many customers or whatever, but Notorious Monster has created, I think, multiple different songs for Pete, right? And so like Pete has, when he starts his stream, he has like an intro song that is custom made for him, right? And it was made by Notorious Monster. So he commissioned Notorious Monster, and Notorious Monster, you know, was like, okay, cool, let me create this song for you, this kind of theme song for your channel and whatever. And so you know, Pete has this theme song, and basically, you know, in this theme song that Pete likes to play at the beginning of his stream, there's a line in the song, there's a lyric in the song that says kawaii desu ne, right? Which basically the kind of translation for it in the
context of the song and whatnot is that it's kind of talking about Pete, and it's saying like, oh, Pete is a cutie, isn't he? Right? He's a very adorable, cute guy. And that's kind of like the song lyric, I suppose, that this is like referencing. So yeah, basically we have the logo, the Premiere 2 logo, and then we also have the kind of one-line song lyric down below in Japanese, which says "kawaii desu ne." Yeah, pretty neat shirt. I thought this was like a really nice way to kind of show that I am a longtime Pete viewer, you know, someone who knew him back then in the old days of when he was known as Premiere 2. And I've been around for a while, you know, in his community, and I'm very, very familiar with his theme song and whatnot. So that's the second merch item. That's the shirt. I do have another shirt here, and basically this one's kind of simple and boring. I honestly don't know if I need to like kind of unfold it to show you guys. I don't really feel like I do. I can probably just, you know, kind of show you guys very, very briefly what it looks like. If I can open up the packaging here properly. There we go. Okay. So this right here, very quick, very simple, very easy, chat. You should be able to tell right from the beginning. This right here, it is basically a t-shirt version of the pullover hoodie that I got, right? So it has the same Van Gang logo, same thing as the pullover hoodie. I just wanted to get a t-shirt because, you know, if you think about it, right, it's not like I can wear that hoodie 24/7, right? There's going to be days when it's like way too hot, and I don't have the ability to wear a kind of thick hoodie like that without sweating, without feeling uncomfortable. So I was like, let me just get a t-shirt, you know, to go along with it, just in case I want to wear the t-shirt during like summer season or whatever, right? When it's warm outside. And then this one's pretty exciting. This one's pretty cool. I like this a lot. The final item that I got in my order. Let me see if I can open up the packaging here. Pull it out. The final item is a brand new hat. That is correct, chat. Look at this. Brand new hat, Van Gang hat. It is black, and then the kind of bill of it is kind of blue, or like light blue, right? I think like the description on Streamlabs, it said that the color is teal, which I don't even know what the heck teal is. Like, I know it's a shade of blue, but I don't really know the differences in the different like shades of colors. But yeah, this is basically a Van Gang hat. It is really, really nice, and I don't know if I've ever really talked about this with you guys on stream. This should be very obvious. If you guys have been watching me for a long time, if you guys know me IRL, I love a good hat. I am a hat enthusiast, right? Actually, I don't know if I have it. Yeah, okay. So, you know, I'm wearing this hat right now. You guys can see this hat. For anyone who doesn't know why I'm wearing this hat and like why it's so, I guess, important to me, this hat was given to me by a dear friend of mine, someone who used to live